Merci d'être avec nous, Vincent Capo-Canelas, et de nous accompagner pendant cette première demi-heure. Vous êtes sénateur de la Seine-Saint-Denis, membre du groupe Union Centriste, questeur du Sénat. Et on va parler de votre proposition de loi pour limiter les perturbations lors des grèves, pendant des grèves des contrôleurs aériens. Mais d'abord, l'actualité, on l'a vu, c'est Gabriel Attal ce matin qui dévoile son plan de lutte contre la fraude sociale. Après celui contre la fraude fiscale, la fraude sociale qui représente entre 6 et 8 milliards d'euros par an. Ce sont les chiffres de la Cour des comptes. Et Gabriel Attal qui veut avoir en 2027 2 fois plus de résultats qu'en 2022. Alors, on a vu certaines mesures. Il veut mieux contrôler les allocations. Il faut qu'il y ait 9 mois de résidence pour toucher des allocations. Il veut fusionner la carte vitale avec la carte d'identité. Est-ce que ce sont des mesures que vous soutenez ? Je crois que tout cela va dans le bon sens. Mon groupe, l'Union Centriste, avait beaucoup pesé dans ce débat depuis plusieurs années, et notamment ma collègue sénatrice de l'Orne, Nathalie Goulet, pour mettre en évidence qu'il y avait quelque chose à faire. Alors on va regarder le détail des mesures que M. Attal annonce ce matin chez vos excellents confrères du Parisien, mais je crois qu'il était temps d'avancer là-dessus. Ça va dans le bon sens incontestablement. Il y a une attente de nos compatriotes pour qu'il y ait une forme d'équité fiscale, sociale également, et donc nous serons force de proposition. Peut-être faudra-t-il regarder jusqu'où on met les curseurs et si ce plan est suffisamment efficace, mais ça va dans le bon sens incontestablement. C'est-à-dire peut-être aller plus loin, ou est-ce qu'il y a des choses qui vous paraissent pas réalistes, comme fusionner la carte vitale et la carte d'identité ? Il y avait eu une commission d'enquête à l'Assemblée nationale. C'était Pascal Brindot, qui était député centriste, qui l'avait présidé à ce moment-là aussi. On va regarder dans les propositions qui sont issues du Sénat et de l'Assemblée, lesquelles devraient à nouveau figurer. Vous suivez attentivement les questions des finances, vous êtes membre de la commission des finances. Dimanche, sur Radio J, Elisabeth Borne a déclaré que le gouvernement était en discussion très étroite avec l'agence financière Standard & Poor's au sujet de la future note sur la dette de la France. Est-ce qu'il faut craindre une dégradation de cette note après celle déjà de Fitch ? Je crois qu'on a une notation qui est plutôt bonne par rapport à l'état de nos finances aujourd'hui, avec 3 000 milliards de dettes, avec à peu près un tiers du budget qui est financé par de l'emprunt. Il faut en avoir conscience. C'est comme si nos compatriotes, dans leur budget, finalement, tous les mois, devaient emprunter 30% pour assurer le fonctionnement normal, payer les fluides, payer la nourriture, etc. Donc on a une vraie difficulté. Il est à craindre qu'à un moment ou l'autre, les agences en tirent des conséquences. Ça a commencé avec l'une des agences. Je ne crois pas qu'il y aura de conséquences immédiates. Cela dit, c'est un vrai signal d'alarme et on doit arrêter de dépenser autant que nous dépensons. C'est une réalité. Ça veut dire qu'il faut réformer l'État. Ça veut dire qu'il faut parfois aussi, sur les annonces, que le gouvernement évite d'annoncer toujours des centaines de millions et des milliards. C'est un changement de comportement, je crois, et il faut se dire que la dette commence à peser, et ça fait des années qu'elle pèse. Et quand, par exemple, donc ça ne va pas durer aussi longtemps que les contributions. Il annonce 2 milliards en moins d'impôts pour les classes moyennes d'ici la fin du quinquennat. Ça, il faut arrêter ce genre de choses ? L'annonce en question est une annonce, je dirais, en biseau, parce que ça va prendre du temps, tout ceci. Mais je peux comprendre qu'il faille faire un effort en direction des classes moyennes. La question, c'est, pouvons-nous continuer à faire des annonces ? Je ne le crois pas. Financièrement, Monsieur le maire, d'ailleurs, tient des propos qui sont aussi parfois des signaux d'alarme, pour nous dire on ne peut pas continuer comme ça. Donc il s'agit de mettre les paroles et les actes en cohérence là-dessus. Donc on arrête. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, on arrête les baisses d'impôts, il faut sans doute une stabilité fiscale et savoir qu'on ne peut pas payer en monnaie de singe. Ce que fait le gouvernement, en promettant autant de baisses d'impôts et autant de chèques ? Le gouvernement n'est pas le plus dépensier dans tout ça, simplement parce que quand je regarde les propositions de la NUPES, par exemple, et quand je regarde un certain nombre de dénis de réalité, on peut se dire que le gouvernement est plutôt vertueux. Mais la question, c'est d'expliquer à nos compatriotes qu'on a un effort à faire, produire plus, dégager plus de richesses, travailler plus aussi, c'est difficile, mais c'est la seule voie pour s'en sortir. D'autres pays l'ont fait, on est dans une économie ouverte, et attention, simplement, les taux d'intérêt ont repris à la hausse, très nettement. Ça pèse sur le budget de l'État. Et ça veut dire qu'à un moment donné, s'il y avait une perte de confiance, bien que nous ayons l'euro, nous serions en vraie difficulté. Équilibrer nos budgets, ou du moins réduire notre endettement et notre déficit, c'est une façon de gagner la souveraineté et de préparer l'avenir. On ne peut pas faire peser sur les jeunes générations notre tendance à la dépense parfois un peu folle. Et ça passe aussi par la réforme des retraites. Demain, en commission à l'Assemblée nationale, sera examinée la proposition de loi du groupe Lyotte pour abroger la réforme des retraites. Est-ce que vous souhaitez qu'elle soit examinée en séance ? Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait un vote sur ce texte ?
Alors la tradition, c'est qu'une chambre fait peu de commentaires sur l'autre, et je crois que ce sera aux députés, en fonction du règlement de l'Assemblée nationale, d'en décider. Moi, simplement, ce que je veux dire, c'est qu'il faudra aussi penser un jour à faire une proposition de loi pour abolir la TVA ou supprimer les contributions directes aussi. Il faut penser qu'on ne peut pas passer son temps à toujours déconstruire. Il y a eu un débat, certes, il a été relativement mal amené, et je crois que l'explication n'a pas été faite. La réalité, c'est qu'il faut malheureusement travailler plus, c'est douloureux pour tout le monde, mais que c'est un effort de cohésion sociale pour les jeunes générations et pour assurer les retraites. Ça a été relativement malmené en termes d'explication, ce débat-là. Maintenant, le débat a eu lieu. Certes, il y a eu le 49.3, mais c'est la 100e utilisation du 49.3. Alors moi, ceux qui, à la 100e fois, lorsqu'ils ont eu d'ailleurs parfois, pour certains d'entre eux, une longue carrière parlementaire, 40 fois ils l'ont vécu dans leur carrière parlementaire, ce 49.3, et voilà, la dernière utilisation, ils finissent par découvrir que ça pose un problème. Je crois que là-dessus, il faut quand même raison garder. Vous pensez à Charles de Courson, notamment. J'aime beaucoup Charles de Courson, avec qui j'ai l'excellente relation. Mais vous comprenez ces positions actuelles, Charles de Courson, qui a défendu à une époque la retraite à 65 ans. Vous comprenez aujourd'hui qu'il défende l'abrogation de cette réforme? Moi, je l'ai connu en chantre de la rigueur budgétaire, un peu trop à mon goût à l'époque d'ailleurs. Et aujourd'hui, je le retrouve à tendre la main à la NUPES. Je ne comprends pas. On n'est pas obligé de tomber dans tous les pièges de la NUPES, on n'est pas obligé de leur tendre la main. Il y a eu un débat, il a été tranché avec l'usage du 49.3, c'est vrai, mais cet usage, le Conseil constitutionnel l'a rappelé, il est légitime. La Constitution est faite ainsi, on l'a utilisé 100 fois. Il faut savoir aussi tourner la page et en tout cas se mettre dans une posture de réforme. La réforme des retraites, c'est peut-être 1/10 des réformes dont nous avons besoin. Malheureusement, il faut trouver cet équilibre-là, mieux qu'il n'a été trouvé sur les retraites, mais il faut se dire que le pays doit avancer et que la cohésion sociale suppose aussi des réformes financières parfois douloureuses. Alors, la réforme des retraites ces derniers mois, elle a entraîné plusieurs mouvements de grève, notamment dans les aéroports français. Comment limiter les perturbations pour les passagers? C'est l'objet du texte de la proposition de loi qui sera examinée dans quelques jours dans l'hémicycle du Sénat. On va faire le point avec notre journaliste parlementaire Alex Poussard. Bonjour Alex. Bonjour Ariane, bonjour Vincent Capo-Canellas. Bonjour. Et Alex, la proposition de loi de Vincent Capo-Canellas propose d'obliger les contrôleurs aériens à se déclarer 48 heures avant une grève. Oui, car les contrôleurs aériens font figure d'exception parmi les professionnels de leur secteur. Individuellement, un contrôleur aérien n'est pas obligé de se déclarer pour faire grève. Seules les organisations syndicales doivent déposer un préavis de grève 5 jours avant. En revanche, les contrôleurs aériens doivent participer au respect du service minimum et peuvent donc être réquisitionnés. Et Alex, avec ce système actuel, les grèves des contrôleurs aériens causent de nombreuses perturbations de trafic. Oui, lors de mouvements sociaux, certains contrôleurs font grève sans se déclarer en dehors des jours qui ont été annoncés par les organisations syndicales. Et cela met la pagaille dans les aéroports français avec des dizaines de vols annulés par jour, des retards, des correspondances manquées. Résultat, depuis le début du conflit sur la réforme des retraites, il y a eu plus de 33 000 heures de retard cumulées dans les aéroports français pour les passagers. Par exemple, une compagnie comme Ryanair a dû annuler plus de 4000 vols depuis le début de l'année. Et cette situation, elle n'est pas nouvelle. Déjà, dans un rapport que vous avez publié sur le sujet, Vincent Capo-Canellas, entre 2010 et 2016, la France était à l'origine de 97% des perturbations du secteur aérien de l'Union européenne. Et ces blocages ont entraîné à l'époque des pertes économiques de 12 milliards d'euros. Alors pour remédier à cette situation, la majorité de droite et du centre du Sénat propose donc d'instaurer un préavis de 48 heures pour les contrôleurs. Et il y a quelques mois, en pleine grève contre la réforme des retraites, un sénateur avait interrogé le ministre des Transports Clément Beaune sur cette proposition. Et regardez, il n'était pas vraiment fermé, même s'il voulait privilégier le dialogue social. Faut-il repenser un certain nombre de règles ou de pratiques au vu de ce comportement inattendu et inacceptable? Je le crois. Nous regardons les choses sans tabou. D'abord la négociation interne, parce que je crois à ce dialogue social et que ce pacte a jusqu'à présent fonctionné. Et puis nous regarderons avec le Parlement, le cas échéant, sous l'autorité de la Première ministre, l'ensemble des pistes complémentaires, dont celle que vous avez évoquée. Vincent Capo-Canellas, quelques mois plus tard, est-ce que la position du gouvernement a évolué et est favorable à votre proposition d'instaurer un préavis de grève pour les contrôleurs aériens ?
Alors, ma proposition de loi, elle fait suite à d'autres tentatives et j'aborde ce sujet avec humilité. Il y a eu plusieurs tentatives qui jusque-là n'ont pas marché. Et d'ailleurs, le président Bruno Retailleau et mon collègue Joël Guerriau, qu'on vient de voir passer à l'antenne, sont auteurs de certaines de ces tentatives-là et ils sont co-signataires de ma proposition de loi. C'est une démarche nouvelle, avec une rédaction qui est différente de celle qui avait pu être retenue à l'avance. Et j'espère qu'elle fera consensus. Mais vous savez, je suis comme tout le monde, je propose des solutions. J'ai essayé de travailler ceci dans une optique de dialogue social, parce que je crois qu'on ne réforme pas sans les fonctionnaires qui sont concernés. Mais j'attendrai que le gouvernement se prononce en séance pour vous répondre clairement. Je n'ai pas aujourd'hui de réponse du gouvernement. Et je crois, quand je reprends les déclarations du ministre et vu les contacts que j'ai eus, que, en tout cas, ce que je propose est acceptable par chacune des parties. Je mesure ce que ça peut représenter symboliquement. Par les syndicats ? Alors, je mesure que ça peut représenter symboliquement. Je prends vraiment garde à respecter le droit de grève. C'est un principe constitutionnel et il ne s'agit certainement pas de l'altérer. Il y a un service minimum, mais la difficulté aujourd'hui, c'est qu'on déclenche le service minimum quand il y a un préavis. Et donc, on abat 30% des vols. Parfois, il y a très peu de grévistes et donc, finalement, c'est très pénalisant. Parfois, finalement, il y a plus de grévistes. C'est des annulations préventives. Alors, il est arrivé aussi à l'inverse qu'il n'y ait pas d'annulation préventive parce que le sentiment général était qu'il y aurait peu de grévistes. Et à l'arrivée, on l'a vu à Orly le 11 février dernier, beaucoup d'annulations, comme on dit à chaud au dernier moment, avec des passagers, des touristes, ceux qui vont pour un déplacement de famille ou parfois un examen médical ou autre chose, qui se retrouvent au dernier moment sans avion. Donc il faut réformer le système qui est quelque part absurde, et pour les passagers et les compagnies, et pour les contrôleurs eux-mêmes, qui, finalement, la veille, parfois voient arriver le gendarme pour leur donner une réquisition, pour leur demander d'être présents au dernier moment. Donc, finalement, ce système est à bout de souffle, et il n'est pas utile, en tout cas, il n'est pas performant, ni pour les passagers, ni même pour les contrôleurs, qui, finalement, se trouvent désorganisés. Vous l'avez dit, presque 2 millions de minutes de retard. C'est très significatif et ça veut dire que ça ne peut pas durer. Ça, c'est juste pour la période du conflit des retraites. Il y a eu 40 jours de service minimum. Il faut réformer le système, obliger à ce que 48 heures avant, on connaisse le nombre de grévistes et on ajuste le trafic. Ma proposition de loi vise simplement à faire que, en fonction du nombre de grévistes, le trafic soit au niveau qui correspond à ce nombre de grévistes et pas ce système absurde où il y a peu de grévistes et finalement beaucoup de retard. C'est toute la difficulté. Donc finalement, le dialogue social sera en vérité. Ça veut dire que demain, s'il y a beaucoup de grévistes, il y aura beaucoup de réduction de trafic. Alors Ryanair, qui est la plus grosse compagnie aérienne d'Europe, qui s'estime particulièrement lésée par ces conflits, a lancé une pétition qui a déjà été signée par plus d'1 million de personnes. Elle demande un changement de règles pour préserver le survol de la France en permettant aux contrôleurs aériens d'autres pays de se substituer aux contrôleurs français. C'est une bonne piste ? Oh, je crois que c'est un peu un chiffon rouge qu'ils agitent et que c'est pas la bonne démarche. La bonne démarche, c'est de construire avec l'ensemble des acteurs qui considèrent que ce système ne marche plus, ne fonctionne plus. D'abord les passagers qui, c'est vrai, sont extrêmement pénalisés, les compagnies aussi. Mais on ne peut pas le faire comme ça en agitant la controverse les uns contre les autres. Et je crois qu'il n'est pas vrai que les compagnies qui survolent, les compagnies étrangères sont plus pénalisées. Il suffit de le voir dans notre quotidien à nous. Voilà. Ma démarche n'est pas une réponse à Ryanair. Ma démarche est une réponse aux interrogations qui remontent depuis le début de l'année, avec quelque chose qui est très pénalisant. Et le trafic aérien, le contrôle aérien se modernise en ce moment. Il y a un énorme effort. J'avais été l'auteur d'un rapport que vous avez cité tout à l'heure qui était très critique sur l'évolution de ce système-là. On est en train de recoller au peloton en termes de modernisation et aller vers des routes droites aériennes notamment. Voilà, ça c'est l'essentiel. Là-dessus, je veux dire que j'espère qu'il y aura un consensus, mais je vais regarder, je vais essayer de le construire avec tout le monde. Voilà. Selon vous, cette situation nuit à la qualité des aéroports français par rapport aux aéroports européens ? C'est une perte considérable. Vous avez cité des chiffres tout à l'heure. Je crois qu'ils n'ont pas changé aujourd'hui. On est montré du doigt. Ça n'est pas compris. On est dans un système interopérable, comme on dit, au niveau européen, parce que lorsqu'un avion part de Munich, par exemple, ou de Rome, et qui traverse la France, on passe d'un contrôle aérien étranger à un contrôle aérien français, et après cet avion va continuer. Donc c'est un système, et aujourd'hui on est obligé d'écarter les routes pour éviter la France, éviter certains centres qui sont en grève. Donc voilà, il faut préserver la capacité des contrôleurs, et c'est constitutionnel, à faire grève, mais il faut aussi, quelque part, entendre les droits des passagers. Donc en ajoutant à un service minimum qui va être revu
cette obligation de se déclarer gréviste, on ajustera mieux, ce sera utile pour les passagers, et je pense que aussi les contrôleurs finalement verront un peu leur quotidien parfois amélioré, parce que simplement aujourd'hui c'est très erratique pour eux aussi, il y a une désorganisation totale du ciel français. Merci Alex. À tout à l'heure. À tout à l'heure, on va parler de la popularité d'Emmanuel Macron. Et ce sera à suivre. C'est le baromètre Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale. On va parler des Jeux Olympiques. On va voir les conséquences, notamment dans votre département de la Seine-Saint-Denis, Vincent Capo-Canelas. Pour ça, on retrouve Jacques Paquier. Bonjour Jacques, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction du journal du Grand Paris, Jacques. Et justement, vous vouliez revenir sur ces JO 2024 et interroger le sénateur sur les enjeux de ces JO pour les collectivités. Tout à fait, parce que Monsieur Capo-Canelas, vous êtes, j'allais dire, concerné à plus d'un titre, au titre de sénateur de Seine-Saint-Denis, qui est le département dans lequel beaucoup de choses vont se passer, et puis comme ancien maire du Bourget, qui accueillera le cluster des médias. Je crois que les équipements sont à cheval avec la commune de Duny. Dites-nous, Monsieur Capo-Canelas, est-ce qu'on sera prêt? Et vous qui êtes un spécialiste des finances, est-ce que vous redoutez de nouvelles révisions à la hausse du budget? Vous avez évoqué tout à l'heure la hausse des taux d'intérêt, mais il y a aussi la hausse des matières premières. Alors je pense que oui, on sera prêt. Il y a d'énormes efforts qui ont été faits, notamment par la Solidéo qui construit les ouvrages olympiques, par les collectivités locales. Vous avez rappelé que à l'époque maire du Bourget, et j'ai suivi ensuite après tout ce dossier, au Bourget, mais aussi dans la ville voisine d'Aduny, avec l'établissement public Paris Terre d'Envol, qui est l'intercommunalité et qui nous a aidé là-dessus, avec le département de la Seine-Saint-Denis. On a essayé de construire quelque chose qui nous donne des investissements qui soient utiles à la population, notamment équipements sportifs, parcs sportifs réaménagés, des liaisons douces, des liaisons vertes, voilà, plus de qualité de vie, et qui aura un héritage concret des Jeux Olympiques. Donc c'est toute la démarche qu'on a construite. Alors ça aurait pu peut-être être plus large dans la Seine-Saint-Denis, mais en tout cas, on est allé cette fois au-delà de Saint-Denis et pleine commune qui traditionnellement recevaient ce genre d'événements. Donc là, c'est une façon aussi d'élargir, si j'ose dire, les investissements publics à d'autres communes. Donc ça avance, je crois, de manière extrêmement positive. À ma connaissance, le Solidéo tient ses engagements budgétaires, mais il faudra évidemment y veiller. Une autre question, Jacques. Les collectivités sont-elles suffisamment associées? Ça sera le thème du salon de l'Association des maires d'Île-de-France fin juin. Maximiser à la fois l'héritage, mais aussi l'engagement pendant et après les Jeux. Il vous semble que tout se passe bien sur cet aspect-là? C'est toujours un combat quand on est élu local, de se faire entendre de l'État, de la multiplicité d'organismes qui gèrent ce type d'événement. Mais évidemment, au quotidien, il y aura aussi des perturbations, il ne faut pas le nier. Mais c'est un événement mondial, ça n'arrive qu'une fois par siècle. La France a à donner à voir au monde entier qu'elle peut être aussi une terre qui accueille de très grands événements comme ça, qui a un message. Je crois que ça peut être aussi un moment d'optimisme et que les valeurs du sport, ça compte finalement pour la jeunesse. Donc il faut veiller à ce que chacun puisse participer, mais j'ai globalement confiance dans tout ça. Il y a un petit sujet quand même, c'est ce sentiment que les jeux, c'est cher, et notamment sur les places, je pense que ça n'a pas été très bien présenté. Mais c'est votre sentiment aussi? Il faut des jeux plus populaires, des places moins chères? Je pense que tout ça n'a de sens que s'il n'y a pas de découplage entre le CIO, le COJO d'un côté et les territoires, la population, et que là-dessus, il y a des efforts à faire, oui. Jacques. Oui, si vous permettez, je voulais changer de sujet. Vous venez de rencontrer le ministre du Logement et de la Ville, Olivier Klein, à propos des contrats de ville. Je crois que vous insistez sur l'importance de ces contrats pour la Seine-Saint-Denis notamment. Pouvez-vous nous en décrire un petit peu les enjeux ? J'ai eu le plaisir de rencontrer Olivier Klein, qui est un élu d'ailleurs de mon département, qui est l'ancien maire de Clichy-sous-Bois, avec qui j'ai une relation cordiale et qui connaît bien le terrain, qui connaît bien les sujets de politique de la ville, bien évidemment. C'est quelqu'un qui, de très longue date, s'est investi là-dedans. J'avais participé à une commission du temps de sa prédécesseur sur l'avenir des contrats de ville. Je sais qu'il est en train d'y réfléchir, donc c'était un échange pour, à partir du terrain, essayer de voir quelles leçons on pouvait tirer. La Seine-Saint-Denis est aussi une terre d'expérimentation sur la politique de la ville. La question là encore, c'est comment on associe les populations. Je sais que Olivier Klein y réfléchit, donc ça fait partie des axes de travail pour demain. Mais
Ce que je veux dire, c'est que la politique de la ville, c'est évidemment aussi parfois de la réparation, parce qu'on a quelquefois construit des quartiers un peu vite, et il s'agit aussi de mieux associer les populations, de soutenir la vie locale. Il n'y a pas que l'investissement, donc voilà, ça fait partie des piliers pour demain. Et de mieux flécher l'argent aussi. Évidemment, il s'agit d'apporter les financements qui sont attendus. On est dans une période aussi où il faut faire attention par rapport à ça. Parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de financements, mais pas toujours bien fléchés. Là-dessus, c'est le gouvernement qui devra trancher. Il y a parfois des débats sur le fait qu'une subvention devient récurrente et il faut peut-être parfois réexaminer. On sait tous que c'est particulièrement difficile à faire, mais je souhaite que le gouvernement avance là-dessus. Jacques, encore un mot ? Eh bien, écoutez, non, j'avais plus de questions à ce stade. Merci beaucoup. On regarde la une du Journal du Grand Paris. Alors, Paris face aux défis écologiques et sociaux. C'est à la une de votre journal. Merci beaucoup. Merci Jacques Paquet d'avoir été avec nous ce matin. On va parler des sénatoriales, puisque la Seine-Saint-Denis fait partie des départements renouvelables. Est-ce que vous serez candidat à votre succession, Vincent Capo-Canellas ? Écoutez, j'aurai le plaisir d'annoncer ça aux grands électeurs de la Seine-Saint-Denis dans quelques temps. Le moment n'est pas encore venu. Voilà, je souhaite rester actif au service du département, au service des collectivités. On vient de le voir à l'instant, en première couronne, en Seine-Saint-Denis. Il y a beaucoup d'enjeux pour l'avenir. Il s'agit de défendre nos territoires et de faire qu'on puisse s'inscrire véritablement dans ce grand Paris qui se construit. Il y a la métropole, il y a les territoires. C'est parfois un contexte difficile. Il faudra revenir aussi sur cet équilibre institutionnel. Trop de complexité, c'est ce que me disent les élus locaux. Voilà, j'aurais à cœur d'œuvrer dans ce sens-là. Il y a des villes qui ont été perdues par les centristes aux dernières municipales, notamment Bobigny, notamment Drancy. Est-ce que c'est possible pour les centristes de garder un siège ? Il y a des villes qui ont été gagnées, je pense notamment à Aubervilliers. Voilà, il y a des villes qui sont passées aussi de logiques très partisanes, entre guillemets, à des logiques, disons, de droite modérée, d'hiver droite, etc. On travaille tous ensemble. Et on travaille ici pour défendre le département, pour être au service de tous. C'est en tout cas ma démarche et je pense qu'elle réussira. Ce sera, si vous y allez, mais en tout cas on sent votre envie, ce sera avec les Républicains ou il y aura centristes d'un côté, droite de l'autre ? Écoutez, on ne va pas politiser les choses, les configurations seront connues bientôt, on a une logique de diversité et d'addition. Sur, justement, puisqu'on parle des Républicains, il y a un sujet qui peut-être, vous allez nous le dire, risque de diviser la majorité sénatoriale, c'est la question de l'immigration. Ce week-end, dans le Parisien, Gérald Darmanin n'a pas exclu un texte commun entre les Républicains et le gouvernement, à condition qu'il soit discuté avec les centristes. Ça vous paraît possible ? Je trouve que c'est pragmatique, c'est une bonne chose. Hervé Marseille a annoncé, je crois que c'était sur le site du Journal du Dimanche hier, qu'il y aurait des propositions qui seraient faites. Notamment mon collègue Philippe Bonnecarrère travaille sur ces propositions-là. On aura aussi notre mot à dire dans Mais est-ce que ces propositions, ce n'est pas le symptôme de la division de la droite et du centre sur cette question de l'immigration ? Pourquoi les centristes font des propositions à part ? Celles des Républicains ne vous conviennent pas ? Mais pourquoi nous n'en ferions pas ? Chaque formation politique est appelée à faire acte de proposition là-dessus. Il faut trouver un équilibre. Le gouvernement avait un texte, il a commencé à être examiné par la commission des lois du Sénat, et puis ça s'est arrêté, ça reprend, il y a une forme de tango. Il s'agit d'être responsable. On ne peut pas laisser ce sujet tel quel, et on ne peut pas laisser les extrêmes aussi s'en saisir en disant, regardez, la classe politique n'est pas capable de trouver des solutions et de réformer. Je pense qu'il faut des mesures fortes, mais équilibrées. Ce qu'a dit Hervé Marseille simplement, c'est que on ne peut pas uniquement aussi vouloir changer la Constitution, ce qui serait très long, ce qui remettrait à très longtemps, mais qu'il faut trouver peut-être dans le champ actuel des textes une possibilité d'avancer. C'est ça notre démarche pragmatique. Donc c'est-à-dire pas la proposition constitutionnelle des Républicains, mais la proposition de loi ordinaire, celle qui reprend en grande partie les propositions du rapport de François-Noël Buffet, celle-là vous la soutenez ? Je pense que la proposition de loi constitutionnelle pourra être examinée, mais il faut avoir une majorité des 3/5 en l'état actuel à l'Assemblée. Je vois mal comment on peut progresser. On va regarder. Alors, sur l'autre partie... que sur les questions d'immigration, c'est le droit national qui doit primer sur le droit européen. Est-ce que ça, c'est quelque chose auquel vous pouvez adhérer ? Je crois qu'il y a un sentiment de perte de contrôle de nos concitoyens qui souhaitent que l'entrée, le séjour des populations étrangères en France soit mieux contrôlé et que ça, il faut y répondre clairement. Il faut aussi se dire qu'on a un devoir collectif d'intégration. Je pense que nos compatriotes qui sont issus de l'immigration sont les premiers aussi à souhaiter que chacun puisse vivre ensemble en respectant nos coutumes, et que ça se construit ensemble. Voilà. Donc ça, c'est l'essentiel. Il faut revenir à ça. Après, attention à ne pas ouvrir tous les sujets en même temps. Soyons pragmatiques, trouvons des solutions.
Merci Vincent Capo-Canellas. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Dans 20 minutes, dans le Club des Territoires, on dévoilera le baromètre Odoxa pour Public Sénat et la presse régionale, notamment sur votre perception des violences faites aux élus et sur la réponse apportée par le gouvernement. Est-elle la bonne? On verra ce que vous en pensez. Mais d'abord, on va reparler de la réforme des retraites avec notre invité Bertrand Pancher nous rejoint.